Salut à tous et bienvenue sur Picoré. Aujourd'hui, on s'attaque à un énorme sujet, les élections européennes de mai 2019. Et c'est parti. Alors, au programme, on a qui décide en Europe, donc les trois grandes institutions européennes. Ensuite, la composition du Parlement européen, donc les députés de quelle nationalité, comment ils sont assis, des choses comme ça. Et ensuite, on finit avec les élections de mai 2019, donc qui a le droit de voter, comment est-ce qu'on vote, où est-ce qu'on va voter, quel est l'enjeu en fait. Tout ça, c'est dans la dernière partie de la vidéo. Allez, vous êtes prêts? La première étape, c'est qui décide en Europe. Alors, on critique souvent l'Europe parce que c'est lointain, parce qu'on ne sait pas trop comment c'est arrangé, parce qu'on se dit, il y a plein d'institutions, mais en fait, c'est un peu le triangle des Bermudes, il y a plein de trucs, il y a tout qui disparaît, on ne sait pas trop comment ça marche. En fait, dans les traités, l'Europe, c'est basé sur trois grandes institutions. On a la Commission européenne, on a le Parlement européen et on a le Conseil européen. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail qui fait quoi, pour comprendre un peu plus ce qui se passe, quoi. Alors, le Conseil européen, qu'est-ce que c'est? Le Conseil européen, c'est juste les chefs d'État qui se réunissent 4 fois par an, un peu plus quand il y a des urgences, et qui décident des grandes décisions en fait de l'Union européenne. Les trucs qui sont un tout petit peu trop sensibles pour que ça soit dans les mains directement des autres institutions, c'est seulement les pays membres en fait qui décident de ça. Donc c'est par exemple la sécurité, la politique étrangère, des questions qui sont trop complexes en fait pour être mis dans les mains d'autres personnes. Ils ont un président, le président c'est Donald Tusk en ce moment. Il a un mandat de 2 ans et demi qui est renouvelable une fois et il est élu par le Conseil, donc indirectement par les citoyens puisque nous on vote pour nos chefs d'État. Et voilà. Ok, donc avant qu'on passe à la Commission européenne, il y a un petit détail qu'il faut clarifier. C'est que le Conseil européen, attendez, je vais vous montrer, j'ai plein d'autres trucs. Le Conseil européen, c'est les chefs d'État. Le niveau en dessous, c'est le Conseil de l'Union européenne, et ce niveau-là, c'est les ministres des États membres. Donc par exemple, quand la Commission européenne va écrire une législation sur l'agriculture, le Conseil de l'Union européenne, donc les ministres de l'agriculture, vont tous se réunir pour discuter le sujet de l'agriculture qui aura été soumis par la Commission. Donc ça, c'était juste un truc pour comprendre un peu l'étape suivante avec la Commission européenne. Alors c'est parti maintenant, on va s'attaquer à la Commission européenne. Alors vous l'avez peut-être remarqué, j'ai découvert un nouveau truc sur PowerPoint, du coup je m'en servir. Alors la Commission européenne, qu'est-ce que c'est? C'est l'institution qui a une vue d'ensemble sur l'Union européenne, qui sait où chaque pays en est et où on aimerait que tout le monde aille. Donc c'est un peu, voilà. Grâce à cette vision d'ensemble, c'est l'institution qui va lancer le pouvoir initiative de législation. Voilà, celui-là. C'est-à-dire en fait que c'est la Commission européenne qui va dire, ok les gars, maintenant, voici un papier sur lequel, enfin, comment? C'est la Commission européenne qui va écrire le papier, qui va dire, voilà les gars, nous on a vu qu'il y avait un problème avec tel et tel sujet, bah écoutez, on a écrit un papier pour essayer de le régler, on aimerait que, je sais pas, les voitures elles polluent de 35% moins la prochaine fois, et qu'on roule moins vite, ou que les médicaments soient remboursés, enfin quel que soit le truc, la Commission européenne écrit le texte, et va le filer ensuite au Conseil européen avec son jumeau, le Conseil de l'Union européenne, et au Parlement européen. Tout le monde va débattre ça, tout le monde va faire des amendements, donc changer un peu le texte, et va le renvoyer à la Commission européenne. Pour que ça passe, tout le monde doit être d'accord sur le document final, donc toutes les institutions. Oh, ça continue, pas nickel. Alors du coup, pardon, parce que je pensais qu'il y avait un problème de chrono, mais a priori ça marche, donc c'est nickel. Ensuite, quoi d'autre? Elle est aussi la gardienne des traités. Attention, gardienne des effets spéciaux, bam. La gardienne des traités, ça veut dire quoi? En concret, ça veut dire qu'elle vérifie que les États membres respectent en fait les traités qu'ils ont signés, qui contribuent, par exemple, il y a une clause dans le traité qui dit que les États membres ils devraient travailler activement pour l'Union européenne, enfin faire en sorte que ça marche, quoi, pas toujours freiner les cas de fer. Donc, la Commission européenne va vérifier que tout le monde applique ça. Ou par exemple, si tout le monde s'est mis d'accord, donc le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne, le Parlement, tout le monde s'est mis d'accord sur une législation, si après il y a un pays qui refuse de le mettre en place, la Commission européenne a le droit de lui dire, hey Coco, je suis désolé, on s'est déjà tous mis d'accord, 751 gars au Parlement qui sont mis d'accord, tous les gars du Conseil sont mis d'accord, tu vas quand même fort bosser, mettre un peu au boulot, quoi, c'est pas que t'es pas d'accord, tant pis pour toi, enfin c'est pas tant pis pour toi, la Commission va toujours essayer de trouver des solutions, mais quand même, quoi, on s'est tous mis d'accord, tu fais ton part du boulot. Donc c'est pour ça, la gardienne du traité. La dernière partie, c'est qu'elle exécute en fait des thèmes, par exemple le budget ou les politiques communes. C'est des sujets en fait sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord, par exemple dans les traités. Dans les traités, c'est noté, la Commission, elle a le droit, au nom de l'Europe, d'aller négocier des traités de commerce en fait, faire du commerce avec le Canada, la Chine, je sais pas qui. Et ben, la Commission européenne va négocier ces traités avec tout le monde. Enfin pas tout le monde, avec les autres pays du coup, au nom de l'Union européenne. Elle va parler au nom de l'Union européenne. Les pays membres n'ont pas forcément leur mot à dire, officiellement. Hein. Après, ils ont toujours le mot à dire, mais bon. Ensuite, les élections. Comment est-ce qu'on arrive à la Commission européenne? Déjà, il faut savoir que... Attendez, je vais changer de couleur parce que comme c'est génial ce truc. Bon.
Comment est-ce qu'on arrive à la Commission européenne? La première chose à savoir, c'est que chaque pays envoie une personne. Donc, ton pays dit, ok, toi, tu vas bosser la Commission européenne, hop, on t'envoie. Et une fois que tu es à la Commission européenne, c'est le président de la Commission européenne qui va te dire, tu vas bosser sur tel sujet. Allez, toi, tu vas être à fond sur les questions environnementales, sur les questions d'éducation. C'est ton boulot. C'est toi qui vas écrire en fait les documents qu'on va filer au ministre après et au Parlement et qu'on va tous débattre. Donc c'est pas juste un gars qui écrit le papier, hein, c'est une équipe. Hein. Ensuite, la Commission européenne donc, qui distribue les portfolios et après toute l'équipe passe devant le Parlement européen, donc le prochain qu'on va discuter, pour être approuvé ou non. Donc ils arrivent tous là, ils disent voilà, machin, 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 machin. Tous ceux-là, ils sont là pour écrire en fait les textes. Est-ce que le Parlement, donc le peuple indirectement, accepte? Si le Parlement accepte tout le groupe, hop, tout le monde peut se mettre au boulot. Si le Parlement refuse, tout le groupe repasse à la case départ. On recommence. Est-ce qu'on garde les mêmes gars? Est-ce qu'on leur donne les mêmes machins, etc. Donc ça c'est pour la Commission européenne. La Commission européenne, elle a aussi un président ou un big boss. Il est là pour 5 ans et c'est renouvelable. Et alors lui, comme bon, en ce moment c'est Jean-Claude Juncker. Et ça va pas tarder à changer après les élections européennes. Mais on en parle un petit peu plus tard. En fait, le truc, c'est que comme la Commission européenne a le pouvoir de commencer les décisions, enfin les législations, et qui a aussi le pouvoir d'aller négocier, par exemple au nom de l'UE pour tout ce qui est commerce, eh bien le président, en fait, c'est un peu la tête de l'Europe à l'étranger. Et cette tête de l'Europe, bah, c'est important pour les États membres d'avoir un minimum de contrôle sur au moins qui va être le candidat. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Le Conseil européen, donc tous les chefs d'État se mettent d'accord sur un candidat. Hop, le candidat, on le pousse devant la scène, on dit allez hop, on va parler au Parlement, tu te débrouilles pour les convaincre. Si le Parlement est convaincu et qu'il a accepté, le président de la Commission européenne devient président de la Commission européenne. Donc en gros, Jean-Claude Juncker, il a été choisi par le Conseil européen et approuvé par le Parlement européen. S'il est refusé, on recommence à faire le candidat, on fait des boucles, etc. Maintenant, avec le Spitzenkandidat, qui est un nouveau truc qui a été établi en 2014, on s'est dit que c'était peut-être plus intelligent, enfin il le faisait déjà avant indirectement et maintenant c'est rentré un peu dans le vocabulaire, entre guillemets, c'est que si on veut que le chef de la Commission européenne soit accepté par le Parlement européen, c'est plus stratégique de faire en sorte qu'il vienne de la majorité du Parlement européen. Parce que comme il a déjà la majorité, ils vont forcément voter pour. Donc c'est un peu la nouvelle stratégie en ce moment, donc c'est le Spitzenkandidat. C'est l'idée que si on prend le chef parmi la majorité, forcément il va être accepté. Allez, on passe au suivant. Alors maintenant on s'attaque au Parlement européen. Le Parlement européen, c'est un peu, enfin c'est pas un peu, c'est carrément pareil que le Parlement national. Il est là pour représenter les citoyens, il est là pour voter des lois, il est là pour voter le budget, il est là pour faire un contre-pouvoir, dirait Commission européenne, là, t'es un peu chelou, là, tu fais des trucs chelous, est-ce que t'es sûr que... Voilà. Est-ce que t'es sûr que c'est vraiment la meilleure option à faire, les meilleurs choix? En gros, le Parlement européen, il est là pour garder un œil sur tout le monde et pour parler au nom des citoyens. D'ailleurs, il est élu directement, et c'est bientôt d'ailleurs, au mois de mai, on va élire donc les parlementaires européens, ou les députés européens. Les députés européens sont là pour 5 ans et ils sont élus en fonction des pays. Donc chaque pays vote ses propres représentants, mais chaque pays a ses propres systèmes de vote et ça a été conservé à l'échelle européenne. Bon, on en parle un petit peu plus loin. Ensuite, le Parlement européen, comme on l'a dit juste avant en parlant de la Commission, c'est eux qui ont aussi, donc c'est eux, le Parlement européen, qui a l'option de faire des amendements, qui peut aussi dire Commission, t'as l'air d'avoir un peu ignoré ce sujet-là, peut-être que ce sujet-là il est vachement important, est-ce que tu pourrais écrire un papier dessus? Et la Commission européenne, elle va, s'il y a assez de signataires, parce que c'est pas un gars au Parlement européen qui fait la différence, mais le gars au Parlement européen va se trouver des amis qui vont faire du bruit, et du coup ça va repasser jusqu'au niveau de la Commission, et la Commission va justement se dire, tiens, ça fait tant de bruit, ça a l'air de concerner les parlementaires, les députés, vraiment, et du coup aussi les citoyens européens, écoutez, on va écrire un papier sur le sujet. Donc du coup, les députés européens, ils peuvent voter des lois, proposer des sujets pour que la Commission les écrive, voter les budgets, accepter ou non la Commission européenne. En fait, au fur et à mesure des traités de l'Union européenne, il y en a quand même eu plusieurs, à chaque fois le Parlement européen a gratté des pouvoirs. Au début, ils étaient juste là quelques jours par semaine, de temps en temps, et c'est devenu maintenant un travail à temps complet et vraiment un truc où, voilà, on bosse, on écrit vraiment des trucs et on fait vraiment une différence. D'ailleurs, je vous mets dans la description, mais en fait, les députés européens ont plus de pouvoir que les députés français, donc je vous mets ça dans la description. C'est vachement intéressant, cette vidéo qui dure quelques minutes, comme ça peut vous aider à comprendre un peu le rôle du Parlement européen.
Ensuite, là en ce moment, le big boss du Parlement européen, c'est Antonio Tajani. Il est là pour 2 ans et demi renouvelables et il est élu parmi les parlementaires. Ok, alors maintenant qu'on a un peu la vue d'ensemble sur les institutions, quels sont leurs rôles indépendamment, on va focuser un petit peu plus sur le Parlement européen et sa composition. Ça déjà, c'est le Parlement européen de Strasbourg. Il y en a deux, il y a celui de Strasbourg et celui de Bruxelles. Celui de Bruxelles, ici, les députés ils sont 3 semaines sur 4. Et c'est vraiment le Parlement de travail, entre guillemets. C'est là que les députés vont faire des amendements, bosser par petits groupes, etc. Alors que dans celui de Strasbourg, c'est surtout les votes, c'est surtout les séances où ils sont tous là, dans l'arc de cercle, dans l'hémicycle. C'est plus visuel en fait, c'est plus on vote les lois, on parle, on fait des grands débats, alors qu'à Bruxelles c'est plus petit, plus intime. Alors, la première chose, c'est la composition du Parlement européen. Dans les traités, il est inscrit qu'on aura maximum 751 députés et le 1 c'est le président. En ce moment, c'est le cas. En ce moment, on est au complet. 751 députés siègent au Parlement européen. Après le Brexit, il n'y en aura plus que 705. Pourquoi? Parce que, il y en a qui s'en vont, et deux, il y a certains sièges qui vont être redistribués pour que les pays qui avaient le sentiment que dans la répartition des sièges, c'était un peu fait arnaquer, ils ont récupéré quelques sièges. Donc les Français en récupèrent aussi quelques-uns. Ensuite, le nombre de députés par pays, il varie en fonction de la taille du pays. Le minimum et le maximum sont aussi écrits dans les traités. Le minimum, c'est 6 pour les petits pays comme Chypre et Malte, et le maximum, c'est 96 ou 96 pour les grands pays comme l'Allemagne. Le vote est direct, ça veut dire que les citoyens élisent directement les représentants qu'ils veulent pour leur propre pays. Et ensuite, et ça c'était quelque chose qui est très important, c'est que au niveau de l'Union européenne, les partis politiques sont plus importants que les nationalités. Du coup, donc ça ressemble à ça. C'est-à-dire que par exemple tous les partis socialistes d'Europe sont tous assis dans la même section, tous ensemble. Donc, par exemple. Après, je vous ai pas fait d'explication détaillée sur chacun des partis politiques, parce que dans le fond, on vote pour le parti national, pas pour le parti européen. Donc c'est pas très intéressant, mais si vous voulez quand même le savoir, il y a des liens dans la description. Allez, on attaque la dernière partie de la vidéo qui est sur les élections de mai 2019. Qui peut voter, quand est-ce qu'on peut voter, comment on peut voter. Les élections de 2019, on vote en France le 26 mai 2019. Pourquoi je précise en France? Parce que chaque pays a sa propre habitude quand on vote en fait. Et donc du coup, côté européen, ils ont décidé on va respecter ça. Donc si un pays a l'habitude de voter un mardi et que l'autre a l'habitude de voter un dimanche, chacun vote son jour d'habitude. On ne change pas les habitudes des gens parce que c'est déjà compliqué de convaincre les gens d'aller voter si en plus on le rend difficile à comprendre. Donc voilà, on vote le dimanche. Deux options. Soit on est citoyen français, et dans ce cas-là on peut voter, soit on est citoyen d'un autre pays européen et on habite en France et on peut décider si on préfère voter dans son pays d'origine ou pour ses députés de son pays d'origine ou pour les Français. Comment est-ce qu'on peut voter? Pas compliqué. On est inscrit sur une liste électorale de sa commune, on a une pièce d'identité, en gros tout qui a son nom et sa photo, et le bureau de vote ouvre de 8h à 20h. Le vote par procuration est possible. Alors, pourquoi aller voter? C'est super important d'aller voter parce que les Français vont élire 79 ou 79 députés. On en a 7 de plus qu'en 2014 à cause du Brexit, le nombre de places qui a un peu bougé. Ces gens-là ont énormément de pouvoir parce que c'est eux qui vont faire les amendements, c'est eux qui peuvent demander aussi à la commission, les gars, pensez à ça, ça peut vous intéresser. Enfin, ça nous intéresse si vous faisiez une loi là-dessus. Donc tout ça, en fait, les députés ont énormément de pouvoir, ont beaucoup plus de pouvoir qu'en France. Je vous mets une vidéo dans la description qui explique tout ça. Les députés, ils sont là pour 5 ans. Et c'est vraiment eux qui vont décider dans quelle direction on va, si on va pour plus d'intégration ou moins d'intégration au niveau européen. Donc c'est vraiment très important de voter. Et ensuite, la dernière chose, c'est que le Parlement européen, c'est l'un des trois contre-pouvoirs en fait. Comme en fait chacun vérifie les autres, le Parlement européen, c'est vraiment celui qui représente les citoyens à la base et qui va vraiment vérifier que la Commission européenne fait des choses dans l'intérêt du citoyen. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller voter. Bon voilà les amis, ça c'était la vidéo sur les élections européennes de mai 2019. Si vous avez encore des questions, vous mettez ça dans les commentaires. Pareil, si vous avez des conseils pour mes prochaines vidéos ou des envies de sujets ou de thèmes ou d'approfondissement, vous mettez tout ça dans les commentaires. Vous me lâchez un like pour m'encourager à continuer. Et puis voilà quoi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!